Une employée est assassinée sur son lieu de travail. Ce genre de choses n'arrive jamais dans le sud-ouest du Minnesota. On l'avait étranglée avec ses vêtements et son collier. Il y a des témoins, des preuves et même des aveux. Il avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à faire des allers-retours en prison. Pourtant, il faudra des années pour parvenir à arrêter le vrai coupable. Il fallait que je continue de chercher. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour ces deux nouvelles affaires des Enquêtes Impossibles. Comme vous allez le constater dans quelques instants, notre première histoire offre un impressionnant florilège des techniques employées par les experts médico-légaux pour déterminer avec certitude la culpabilité d'un suspect. Prélèvement d'empreintes digitales sur un paquet de cigarettes et d'ADN sur la sueur imprégnant un bracelet-montre. Comparaison de blessures et d'objets contondants, étude d'empreintes palmaires et emploi de fichiers informatisés. En une seule enquête, les criminologistes vont vous faire partager bon nombre de leurs secrets. Les parcs nationaux sont d'ordinaire des lieux paisibles et calmes, le genre d'endroit où l'on aime aller en famille. Et lorsque Carrie Nelson se voit proposer un poste dans le parc national des Blue Mounds, dans le Minnesota, elle saute sur l'occasion. Elle accueillait les campeurs et les randonneurs à leur arrivée au parc. Elle était vraiment faite pour ce genre de job. Elle aimait aider les gens. Ça faisait partie de sa personnalité. Carrie adore son travail. Mais un après-midi de mai 2001, un collègue pénètre dans le bureau et fait une terrible découverte. Le corps de Carrie gît dans une mare de sang. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses dans le coin. Quand ma sœur m'a appelé, elle était hystérique. À un moment, j'ai entendu qu'elle me disait « Carrie est morte ». Et là, ça a été le plus grand choc de toute ma vie. À en juger par la scène de crime, Carrie semble s'être défendue jusqu'au bout. Le combiné du fax était décroché et il y avait une chaise à moitié cassée dessus. Il y avait aussi plein de papiers éparpillés par terre. Malheureusement, le bureau d'accueil du parc n'est pas équipé de caméras de vidéosurveillance. La caisse est vide, tout comme le coffre-fort situé dans la pièce de derrière. Cet argent provient de la vente des souvenirs et de la location des emplacements de camping. Les responsables du parc estiment la somme dérobée à 2000 $. Le coffre était dans le bureau derrière la caisse. Mais quand on était face au comptoir et qu'on regardait droit devant, on voyait qu'il y avait un coffre-fort. En fouillant la scène de crime, les enquêteurs trouvent un indice qui leur permet de déterminer l'heure approximative à laquelle Carrie a été agressée. On a trouvé une lettre que Carrie était en train d'écrire et il y avait la date et l'heure dessus, 14 heures pour être précis. Elle avait commencé à écrire une lettre à son petit ami, mais n'avait pas eu le temps de la finir. Le fiancé de Carrie est immédiatement rayé de la liste des suspects. Il était à Winden. C'est à plus d'une demi-heure de route. Quand on l'a appelé pour lui dire que sa petite amie venait de se faire assassiner, il s'est évanoui. À cette heure de l'après-midi, il y avait plus d'une centaine de visiteurs et d'employés dans le parc. Les enquêteurs apprennent que Carrie avait peur de l'un des hommes d'entretien du parc, un jeune homme de 26 ans, Steven Barber. Carrie avait confié à une de ses amies qu'il la suivait et qu'il était toujours derrière elle. Carrie et ses collègues savaient que Barber dealait et fumait de la cocaïne dans le parc. Carrie avait plusieurs fois parlé de prévenir la police pour leur dire qu'elle était persuadée qu'il prenait de la drogue. Barber avait-il découvert que Carrie était sur le point de le dénoncer? Sans compter que l'argent dans le coffre-fort aurait pu l'intéresser. Étant donné que Barber était toxicomane, on s'est dit qu'il avait peut-être voulu voler l'argent du coffre. D'autant plus que Barber n'a aucun alibi pour l'heure de la mort présumée de Carrie.
Ma petite fille ne se jettera plus jamais dans mes bras en me disant « Papa, je t'aime ». Celui qui a fait ça doit être mis en prison. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Les experts médico-légaux n'ont aucun mal à reconstituer la scène de l'agression. Ils ont en effet retrouvé des gouttes de sang parfaitement rondes près de la caisse et du coffre. Et les tests ADN montrent qu'il s'agit du sang de Carrie. Elle a sûrement été frappée avec le poing ou un objet quelconque. C'est ce qui l'a fait saigner du nez. Ensuite, le tueur l'a emmenée jusqu'à la caisse, d'où les gouttes de sang qu'on a retrouvées à côté. Les médecins remarquent aussi de petites hémorragies sous-conjonctivales dans le blanc de ses yeux, ce qui signifie que le tueur lui a serré la gorge. Il l'a certainement prise à la gorge pour la maîtriser. Il a dû utiliser ses vêtements et son collier pour l'étrangler. C'est ce qui a provoqué ces petites hémorragies au niveau de l'œil. Il n'y a pas eu agression sexuelle. Le décès a été provoqué par un coup porté par un objet contondant. Elle a visiblement été frappée avec un objet contondant, ce qui a provoqué d'importantes blessures à la tête et au visage. Ce sont ces blessures qui sont la cause du décès. Médecins légistes et experts spécialistes des taches de sang sont capables de tirer un maximum de déductions à partir de quelques traces présentes sur une scène de crime. Dans notre affaire, l'hémorragie sous-conjonctivale prouve que l'assassin a essayé d'étrangler sa victime. En temps ordinaire, ce type d'hémorragie sans gravité se manifeste par une rougeur sanguine dans le blanc de l'œil. Ne parvenant pas à ses fins, le tueur s'est emparé d'un objet contondant et a asséné plusieurs coups violents sur le crâne de la jeune femme, provoquant un caillot cérébral et de larges éclaboussures tout autour du corps. Les taches rondes, tombées verticalement sur le sol, indiquent, elles, qu'avant de succomber à ses blessures, Carrie Nelson a eu le nez fracturé. Les enquêteurs pensent que le vol et le mobile de l'homicide, le coffre du bureau a été fracturé et 2000 $ ont disparu. Mais le meurtrier connaissait-il la jeune femme? Ou faisait-il partie des centaines de visiteurs du parc? Le parc national des Blue Mounds ne possède qu'une seule et unique voie d'accès. Et pour y entrer, il faut normalement présenter une autorisation. Mais les enquêteurs apprennent que toutes les entrées et sorties ne sont pas systématiquement contrôlées. Il pouvait très bien y avoir dans le camping des gens dont nous ignorions la présence. De plus, le parc est loin de tout et s'étend sur des centaines d'hectares, ce qui signifie que le tueur a pu très facilement disparaître dans la nature. Un campeur déclare aux enquêteurs qu'il a vu une voiture passer à toute allure devant son emplacement, situé juste à côté de l'accueil. Il a vu une grosse voiture blanche, genre paquebot, partir sur les chapeaux de roue. Le campeur ne peut malheureusement pas voir la plaque d'immatriculation, le modèle, ni même la marque de la voiture. Mais il se souvient qu'il l'a vu passer entre 14h15 et 14h30. Carrie était seule à l'accueil. La dernière personne à l'avoir vue vivante était un campeur qui est passé à la caisse à 13h53. Le corps de Carrie a été retrouvé à 14h44, ce qui veut dire que la mystérieuse voiture blanche était là au moment du meurtre. Steven Barber, l'employé qui suivait Carrie avant qu'elle ne soit tuée, possède justement une voiture qui correspond à cette description. Barber avait une Cadillac blanche, le genre de voiture qui fait paquebot justement. Les enquêteurs l'interrogent, mais il nie toute implication dans le meurtre de Carrie. Il prétend qu'au moment des faits, il était à l'anniversaire de sa sœur. Il est arrivé chez elle à 15h. Vu l'heure à laquelle le meurtre a eu lieu, ça ne l'éliminait pas pour autant de la liste des suspects. Mais les enquêteurs ne trouvent rien de suspect ni dans la voiture de Barber, ni chez lui. Sur la scène de crime, ils trouvent un bracelet-montre près du corps de Carrie. On aurait dit qu'elle le montrait du doigt.
Un des côtés du bracelet en cuir a été arraché. Il avait certainement été arraché pendant la bagarre. Cette montre n'est pas celle de Carrie. Steven Barber prétend qu'elle ne lui appartient pas non plus, et aucun des collègues de Carrie ne la reconnaît. Près du corps de Carrie, les enquêteurs retrouvent également un paquet de cigarettes de marque Doral. Carrie ne fumait pas, et aucun des employés du parc ne fumait cette marque de cigarette. On en a donc déduit que c'était le paquet du tueur. Il n'y a aucune empreinte, ni sur la montre, ni sur le paquet de cigarettes. Les techniciens chauffent de la superglue et la vaporisent dans tout le bureau afin de faire apparaître d'éventuelles empreintes digitales. C'était un travail de titan. Vu le nombre d'allées et venues dans ce bureau tous les jours, il y avait un nombre incalculable d'empreintes sur tout un tas d'objets. Grâce à cette technique, les enquêteurs récoltent 135 empreintes latentes. Mais aucune de ces empreintes ne correspond à celle du suspect, Steve Barber. Les techniciens effectuent également des relevés sur la montre. Ils trouvent 3 profils ADN, dont celui de Carrie Nelson, sûrement parce qu'elle a arraché sa montre à son agresseur. Mais aucun des 2 autres profils ne correspond à celui de Steven Barber. On était persuadé que c'était Barber, mais toutes les preuves semblaient dire le contraire. Les enquêteurs ont des empreintes et des profils ADN, mais toujours pas de suspect avec qui les comparer. 5 jours après le meurtre de Carrie Nelson, les enquêteurs retrouvent ce qu'ils pensent être l'arme du crime. C'est un des souvenirs que l'on trouve au bureau d'accueil, une pierre avec le logo du parc dessus. Ils l'ont retrouvée dans un ruisseau à plus de 2 km de la scène de crime. Ce genre d'objet n'avait rien à faire là. Sans compter qu'il avait justement disparu du bureau où Carrie Nelson avait été assassinée. Sans compter qu'on a retrouvé des morceaux de la pierre en question éparpillés près du corps, et que la voiture blanche allait dans la direction du ruisseau lorsque les témoins l'ont aperçue. S'il conduisait du côté gauche de la route, l'assassin pouvait très bien l'avoir jeté dans la rivière par la fenêtre côté conducteur. Mais l'eau du ruisseau a effacé toute trace éventuelle qui aurait pu permettre d'identifier le tueur. J'ai pris des photos des blessures sur le corps de Carrie. Et certaines d'entre elles, notamment celles au visage et à la tête, correspondaient à la forme de cet objet. Quelle que soit l'habileté du tueur, un meurtre laisse toujours des traces de violence sur le corps de la victime. Lors de l'autopsie, le médecin légiste interprète ces traces et les reporte sur une carte sous forme de symbole. Ainsi, un impact de balle peut révéler le calibre de l'arme et d'éventuelles brûlures de la peau indiquer un tir à bout portant. Les contusions ou hématomes apparaissent quand un choc violent a fait éclater les vaisseaux capillaires. Leur forme peut indiquer la direction de l'impact et leur couleur, le temps écoulé depuis la mort. À bout portant, un tir de fusil de chasse ne laisse qu'une grande blessure. À distance, il produit un mouchetis de plaie qui indiquera à quel éloignement se trouvait le tireur. La strangulation manuelle produit des traces distinctives de contusion au niveau de la gorge. Mais certains cordons souples ne peuvent laisser que des marques très discrètes qui ne seront révélées qu'à la dissection. Enfin, lors de l'autopsie, il peut n'y avoir aucune trace extérieure de coup sur la tête, mais l'examen interne, au moyen du scanner, révélera l'hémorragie cérébrale. Dans notre affaire, les enquêteurs sont parvenus à retrouver l'arme du crime, une grosse pierre gravée faisant office de presse-papier. Elle a été abandonnée par le tueur dans un ruisseau, à quelques kilomètres de la scène de crime. Les experts passent plusieurs heures à comparer les empreintes retrouvées sur la scène de crime avec celles des employés du parc et des campeurs présents ce jour-là.
97 de ces empreintes appartenaient aux employés, ce qui nous laissait 38 empreintes latentes non identifiées. Ils interrogent alors le fichier régional, mais aucune de ces 38 empreintes ne correspond à celle d'un criminel connu. On était très étonnés de n'avoir trouvé aucune correspondance, parce qu'on était persuadés que l'assassin n'en était pas à son coup d'essai. Les profils ADN retrouvés sur la montre sont eux aussi comparés à ceux du fichier régional. Malheureusement, le fait qu'il y ait 2 profils génétiques sur la montre leur complique la tâche. Quand il y a plusieurs ADN, on est obligé de travailler sur un mélange de différents types d'ADN, ce qui empêche d'isoler chaque profil de manière définitive. 19 profils pourraient correspondre dans le fichier régional des empreintes génétiques du Minnesota. On espérait qu'au moins une de ces 19 personnes soit notre suspect, pour qu'on puisse résoudre cette affaire. Mais ce n'est pas le cas. Après enquête, ces 19 personnes sont lavées de tout soupçon. On n'a jamais perdu espoir. D'un côté, on ne veut plus entendre parler de tout ça, mais de l'autre, on veut savoir qui a fait ça. C'était très frustrant pour les enquêteurs. Ils avaient un témoin qui avait vu une voiture blanche quitter la scène de crime, une montre avec une empreinte génétique dessus. Un an plus tard, les enquêteurs ont enfin une piste sérieuse. Un détenu déclare que son compagnon de cellule, Anthony Flowers, lui a confié être le meurtrier de Carrie Nelson. Monsieur Flowers avait un sacré casier judiciaire. C'était un braqueur de banque qui avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à faire des allers-retours en prison. Flowers s'était échappé de prison quelques jours avant le meurtre de Carrie, et il était encore en cavale au moment des faits. Mais contre toute attente, cette piste ne mène nulle part. Les preuves montrent que Flowers n'a rien à voir dans cette histoire. Ses empreintes ne correspondaient pas à celles de la scène de crime, tout comme son ADN, ce qui l'éliminait d'office de la liste des suspects. Dans ce cas, pourquoi son codétenu l'a-t-il accusé? Tout simplement parce que les 2 compères avaient un plan. Une forte récompense avait été offerte pour toute information conduisant à l'arrestation du meurtrier de Carrie Nelson. Il avait donc l'intention de la toucher et de la partager ensuite avec Flowers. Les enquêteurs découvrent également que Flowers préfère largement le confort des prisons d'État à celui des prisons fédérales. Flowers allait passer le reste de sa vie dans une prison fédérale dans le Minnesota. Nous pensons qu'il voulait s'accuser du meurtre pour être transféré dans une prison d'État et donc profiter d'un meilleur confort pour finir sa peine. Une fois encore, l'enquête est dans l'impasse. Pendant les 5 années qui suivent, les enquêteurs vont exploiter plus de 600 pistes, mais aucune ne les mènera jusqu'au tueur. Jusqu'à ce qu'ils se penchent de nouveau sur les preuves médico-légales. Après 5 ans d'enquête, les experts décident de procéder à de nouvelles analyses. En 2006, il existe désormais de nouvelles techniques d'analyse ADN, bien plus pointues qu'en 2001 et de fait bien plus précises. Les enquêteurs décident donc de refaire analyser la montre trouvée sur la scène de crime. Le bracelet de la montre est en nylon tissé et ils se demandent si cette matière aurait pu absorber la sueur du meurtrier. La sueur en elle-même ne contient pas d'ADN, mais le corps évacue des cellules porteuses d'ADN par la sueur, et cette sueur peut très bien se déposer ensuite sur le bracelet de la montre. Les experts parviennent effectivement à isoler des cellules cutanées sur le bracelet, et ils n'ont plus qu'à effectuer un test ADN. Ils trouvent 2 empreintes génétiques. À première vue, il s'agissait vraisemblablement d'un mélange d'ADN féminin et masculin. L'ADN féminin n'est pas celui de Carrie Nelson. Quant à l'ADN masculin, il ne correspond à aucun criminel répertorié dans le fichier du Minnesota.
L'expertise des cellules épithéliales prélevées sur le bracelet de la montre révèle qu'il a été porté alternativement par un homme et une femme. Or, les profils génétiques ne correspondent pas à ceux des criminels figurant dans le fichier ADN de l'État du Minnesota. À force d'envisager le problème sous tous ses angles, les policiers s'intéressent à nouveau au paquet de cigarettes retrouvé lui aussi sur la scène de crime. Et ils ont alors une géniale intuition. Le paquet de cigarettes avait un timbre fiscal du Dakota du Sud. Cela voulait donc dire que le paquet avait été acheté là-bas. Les enquêteurs envoient donc le profil aux autorités du Dakota du Sud et leur demandent de faire une recherche dans leur propre base de données des criminels recensés. Ils avaient un profil qui correspondait. L'ADN masculin retrouvé sur la montre est celui de Randy Sweeney, 35 ans, un petit délinquant qui purge une peine de 30 mois de prison pour cambriolage. Il avait l'habitude de repérer les lieux avant de faire un cambriolage. Donc, il était fort possible qu'il soit venu au parc en repérage ce jour-là. Mais les enquêteurs se demandent à qui peut bien appartenir l'ADN féminin retrouvé sur la montre. Ils se tournent donc logiquement vers la personne la plus proche de lui, sa femme, Dawn. Et comme il s'y attendait, c'est bien son ADN qui est sur la montre. Ça faisait d'elle un suspect potentiel, donc il fallait qu'on examine son emploi du temps. Mais Dawn a un alibi solide. Elle était à son travail au moment des faits. Elle pouvait très bien porter la montre de temps en temps, ce qui expliquait qu'il y ait son ADN dessus. Dawn fournit également aux enquêteurs une photo où Randy porte aussi cette montre. Sur l'une des photos, la fermeture de la boucle correspond à celle de la montre qu'on avait retrouvée sur la scène de crime. Ça se voyait aux marques d'usure sur le bracelet. Sur une autre photo, Sweeney apparaît avec un paquet de Doral. Et pour couronner le tout, il possède une berline blanche. La voiture de Dawn et de Randy Sweeney correspondait exactement à la description du véhicule qu'on avait vu quitter le parc le jour du meurtre. Les empreintes palmaires retrouvées sur le comptoir de la caisse et sur un bout de papier près du corps de Carrie sont celles de Randy Sweeney. En mai 2007, Randy Sweeney est mis en examen pour meurtre avec préméditation. Le procureur pense que le jour du meurtre, Sweeney a regardé à l'intérieur du bureau et n'y a vu personne. Il est donc entré et a ouvert le tiroir-caisse pour s'emparer de l'argent. Mais Carrie l'a surpris en sortant des toilettes. Ils se battent, Sweeney la frappe et elle lui arrache sa montre. Sweeney traîne ensuite Carrie dans la pièce du fond et l'oblige à ouvrir le coffre-fort. Après s'être emparé des 2000 $ qui étaient à l'intérieur, il décide finalement de ne laisser aucun témoin. Il attrape la pierre de décoration et frappe Carrie à 5 reprises. C'est à ce moment que son paquet de cigarettes tombe de sa poche. En partant, il emmène avec lui l'arme du crime et la jette dans la rivière juste à côté. Il pense ainsi avoir effacé toute trace de son passage. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en réalité, il a laissé derrière lui une multitude d'indices. La vie est une chose très précieuse, mais fragile aussi. Elle ne tient qu'à un fil. Carrie a été assassinée 1 heure avant la fin de sa journée. Ce soir-là, elle avait prévu de sortir avec ses amis. Je suis très reconnaissant envers tous ces gens. Ils ont tous gardé une photo de Carrie dans leur bureau et je sais qu'elle restera toujours dans leur cœur. Randy Sweeney est jugé coupable de meurtre avec préméditation et condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Après ce meurtre, les mesures de sécurité ont été renforcées dans le parc des Blue Mounds, mais aussi dans tous les autres parcs nationaux. L'accusé niait catégoriquement les faits et prétendait qu'il n'avait jamais mis les pieds là-bas. Mais les preuves médico-légales étaient sans appel.
Qu'il l'admette ou non, Randy Swaney était là-bas. J'avais une photo de Carrie que j'ai gardée sur mon bureau bien après que les recherches ont été abandonnées. Juste pour me dire qu'il ne fallait pas que je baisse les bras dans cette affaire. J'avais l'impression qu'elle me regardait en me disant « Je t'ai laissé tout ce qu'il te fallait, alors fais ton boulot ». La reconnaissance d'empreintes palmaires, utilisée dans cette minutieuse enquête qui s'est éternisée pendant 5 ans, consiste à capturer une image de la main en 3D afin d'en extraire des dizaines d'informations. Largeur, longueur, forme des doigts, ligne de la main. Un logiciel quadrille la paume en 16 zones de la taille d'une empreinte digitale et des capteurs infrarouges la photographient sous 2 angles. L'image finale est ensuite archivée dans un fichier informatisé afin d'être consultable à distance par les enquêteurs. En Allemagne, la reconnaissance d'empreintes palmaires a fait bondir de 30% le taux d'élucidation des crimes et délits. Sachez encore que Randy Swaney n'a pas cessé de clamer son innocence durant les 4 semaines qu'ont duré son procès et que son avocat a interjeté le jugement en appel devant la Cour suprême. En vain, jugement et sentence ont été confirmés. Au total, plus de 300 échantillons d'ADN auront été analysés au cours de l'enquête, établissant ainsi un record pour l'État du Minnesota. Mais sans l'expertise des biologistes des laboratoires scientifiques de la police, cette collecte serait restée sans effet. Car, comme le disait avec humour Albert Einstein, ceux qui utilisent négligemment les miracles de la science en ne les comprenant pas plus qu'une vache ne comprend la botanique des plantes qu'elle broute avec plaisir, devraient tous avoir honte.